Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis vraiment super heureuse de vous montrer le tarot divinatoire du Corbeau. Alors c'est un tarot que j'ai depuis très longtemps en anglais, c'est le Raven's Prophecy, Illuminating the Prophecy, qui vient d'être traduit en français. Et c'est un tarot que j'aime beaucoup, que je trouve très touchant et très original. Et malgré en fait son... comment dire, l'idée qu'on pourrait se faire que c'est un tarot difficile au départ, je trouve que c'est un tarot qui est plutôt propice à l'intuition. Et donc, voilà, et puis qui raconte des histoires, donc j'aime beaucoup. Alors, la personne qui a écrit et dessiné le tarot, c'est Maggie Stiefvater. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est une écrivaine, en fait, donc elle a écrit plusieurs histoires. Et en bonus, elle avait commencé à dessiner des cartes. Et petit à petit, ces cartes se sont transformées en un tarot, enfin en un jeu complet. Et donc, elle a publié ce tarot. Donc, ce tarot arrive dans une grande boîte. Voilà, une super jolie boîte avec donc une présentation derrière. On voit derrière donc la façon dont étaient présentés les textes aussi dans une autre édition peut-être. Peut-être une édition Dada au Québec. Et nous, vous voyez, on n'a pas tout à fait la même chose. Alors j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais préféré que ce soit plus proche de ce que l'auteur avait réalisé, mais bon. En fait, celui que moi j'avais acheté en anglais, il était de très très mauvaise qualité. J'avais pas trop accroché aussi avec les bords orange, donc je l'avais coupé. Et donc du coup, je suis quand même contente d'avoir celui-là parce que, d'abord parce que les éditions Contredire ont fait un jeu avec des, comment dire, les cartes sont de bien meilleure qualité que le jeu en anglais. Et puis du coup, ça me permet d'avoir à nouveau le dos complet, alors que je vais vous montrer mon jeu découpé. Donc j'avais découpé et voilà, mis du noir sur les côtés, mais vous voyez, le dos, c'est pas... en fait, ça me dérange d'avoir coupé le denier. Donc je regrettais un petit peu de l'avoir découpé. Là, c'est chouette, on l'a en français, donc ça permet de le rendre accessible. Et puis surtout d'avoir le livre en français, qui est, je trouve, assez intéressant et assez facile à lire, parce que l'auteur, c'est une auteure qui fait des livres... comment dire, pas des livres philosophiques complexes, mais des choses accessibles. Donc elle a fait aussi un livre de tarot accessible. Alors on va regarder les cartes après. Donc au niveau du livre, on a une introduction qui est très très intéressante. Même chose, c'est super, vraiment c'est un plaisir de lire, c'est pas compliqué, on n'a pas l'impression d'être en train de lire un livre technique. Alors à propos du thème, comment faire une lecture ? On a la présentation des majeurs, des mineurs. C'est bien parce que chaque fois, elle parle des difficultés qu'elle a eues et puis finalement ce qu'elle a compris du tarot en dépassant ces difficultés. Les figures, donc elle a respecté valet, cavalier, dame, roi. Voilà, les cycles, des choses essentielles sur le tarot. Donc, en fait, c'est marqué cogner le paquet de cartes. Ça m'a fait un petit peu rire la première fois que je l'ai lu. Je pensais que c'était une erreur de traduction, mais je pense que la première fois qu'il a été traduit, c'était par un auteur québécois. Et peut-être que pour un Québécois, cogner un paquet de cartes, ça ne veut pas dire la même chose que pour un Français. Donc, si jamais il y a des Québécois qui regardent la vidéo, merci de commenter dessous pour me dire si c'est une mauvaise traduction ou si ça a quelque chose de beaucoup plus... Enfin, une signification plus douce que pour moi, qui cogner, c'est donner des coups de poing dans le paquet de cartes et j'ai jamais entendu parler de ce type de traduction. Enfin, de tradition, pardon. Voilà. Alors, donc voilà, ce sont des petits conseils de rituels aussi.
Cette idée de est-ce qu'elle utilise ou pas le sens inverse des cartes. Donc non, voilà. Il y a des tirages, donc enfin des propositions de tirage. Tirage à carte unique, une seule carte. Tirage 3 cartes, hyper classique, passé, présent, futur. Et puis un tirage à 10 cartes. Donc c'est pas très riche en tirage. Pour les débutants, c'est un petit peu dommage. Elle aurait pu rajouter quelques autres tirages, même classiques. Ça aurait été pas mal. Surtout que là, du coup, pour un débutant, un tirage avec 10 cartes, c'est beaucoup. Et puis donc après, on attaque en fait sur les arcanes avec à chaque fois une représentation de la carte en noir et blanc, des mots-clés très bien choisis. Dans le texte, on a quelques indications pour expliquer pourquoi il y a cette représentation. C'est pour ça que je vous dis qu'au bout d'un moment, en fait, si on l'utilise 2-3 fois le tarot, qu'on lit tout le livre, et puis qu'on l'utilise 2-3 fois, on retient très rapidement la signification des cartes. Et à partir de l'image, il y a, il y a le sens qui arrive assez rapidement. Il n'est pas si compliqué qu'il en a l'air. Voilà. Après, c'est pas, c'est facile à lire, c'est agréable à lire. C'est un bon début. Moi, ce que je trouve vraiment le mieux, c'est la partie mots-clés et puis quand elle explique pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette carte. Après, il y a des choses un peu plus... où elle a mis, quand on le voit, cette carte avec telle autre carte, ça a telle signification, avec des choses assez divinatoires. Donc bon, voilà. Je vous dis, les mots-clés sont très bien choisis et du coup, ils suffisent pour commencer à interpréter les cartes. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes, que ce soit majeures ou mineures. On a exactement le même détail pour toutes les cartes. Alors ensuite, on va regarder ces fameuses cartes. Alors moi, j'aime beaucoup cet environnement sombre. En fait, on a du sombre et des petites lumières et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique et je trouve ça touchant. Et c'est aussi un joli tarot pour faire du travail intérieur. Donc voilà, alors on a le fou, donc on reconnaît ce côté fou, la folie, le fait de se lancer aussi. Un petit peu le pas de la foi, enfin l'ouverture aussi dans la façon dont le personnage se tient. Donc je vous conseille, si jamais ce tarot vous plaît et que vous l'achetez, de prendre le temps de regarder les images d'abord, de voir qu'est-ce que l'image de quoi elle vous parle, et puis après d'aller voir dans le livre. C'est super intéressant de le faire dans ce sens-là et pas dans le sens contraire, lire le livre et après regarder, tiens, ah oui, ça, ah oui, d'accord, ça et ça, bon. Même si ça vous dit rien, mais c'est pas grave, après vous allez voir, mais de prendre un petit peu de temps pour se dire, alors, qu'est-ce que je vois là? Bon, c'est une jeune femme, elle a les bras ouverts, on a de la lumière derrière, on a une petite lumière au-dessus. Qu'est-ce que c'est cette petite lumière? Ça peut être son étoile qui va la guider, c'est, voilà. Être confronté à ce que vous avez ressenti au livre. Donc, par exemple, ici, alors si on lit le fou, vous voyez, les mots-clés, on a audace, folie, innocence, potentiel. Donc là, l'idée de cycle qui commence par le fou, qui se termine par le monde. Le fait qu'on a de nombreuses vies. Voilà, enfantin et optimiste, le fou marche tranquillement et avec curiosité vers tout ce qui attire son intérêt. Semblable au cavalier, que vous rencontrerez dans les arcanes mineures. Comme le cavalier qu'on va voir dans les arcanes mineures. Le fou n'est pas alourdi par de lourds bagages, comme l'expérience ou l'incertitude. Il ira simplement et joyeusement vers de grandes aventures ou tombera dans un précipice avec la même naïveté. Voilà, en fonction de la position de cette carte dans le tirage, elle peut vouloir dire que vous recommencez et que vous avez besoin de canaliser cet idéalisme juvénile, cette confiance intrépide que l'on ressent lorsqu'on n'a jamais été blessé, mais elle peut aussi être un avertissement, ouvrez vos yeux, ou vous irez droit dans le mur, vous le savez très bien. Donc ça peut être pour les gens qui travaillent en carte droite ou inversée, on peut avoir la signification droite et la signification inversée, voilà.
soit c'est un avertissement, soit c'est la première signification. Donc après, moi, je fais pas droite ou inversée, c'est en fonction de soit de la position, c'est-à-dire quel est le frein, par exemple. Et là, je vais aller explorer d'ailleurs les deux. Je vais regarder, est-ce que le frein, c'est trop de fou ou pas assez de fou. Et chaque fois, on est soit à la recherche de l'excès ou à la recherche du manque, quand on a quelque chose qui freine. Et ça, quand on fait des tirages, par exemple, pour soi-même, on sent bien si on manque de folie juvénile ou est-ce que, au contraire, on en a trop. Voilà. Donc ensuite, on a le battleur que j'adore. Je trouve déjà les illustrations très très jolies. Hein. Et là, dans le battleur, on a le symbole des 4 suites qui est dans la main. Et la main, c'est celle qui fait. Hein. La main, c'est l'action. Donc c'est très très bien choisi. Et puis on a le symbole de l'infini sur le poignet qui est aussi un rappel du battleur traditionnel. La papesse aussi, je la trouve très chouette. On peut voir soit un miroir, soit une loupe. Moi, c'est vrai que je vois plutôt la capacité à voir dans un autre monde. Donc ça peut être, oui, soit un miroir, soit une loupe dans l'infiniment petit. Ça fait aussi référence, par exemple, aux méditations que je peux faire où je me connecte avec l'infiniment grand et aussi à la fin de l'infiniment grand, comment dire, rejoint l'infiniment petit. C'est difficile à expliquer, ça fait un peu un petit peu bizarre dit comme ça. Et donc cette papesse, elle me fait penser à ça. Et donc vous voyez qu'elle va, il y a aussi cette idée d'aller voir derrière le voile. Elle est capable de voir derrière le voile et de voir des choses qui sont plutôt belles d'ailleurs. Qu'on va, d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on va retrouver dans une autre carte. Ah. Je sais pas si elle le cite dans le... Bon, on regardera ensuite. Je crois que ça doit être un 10. Bon, on en reparlera quand la carte va s'approcher. Regardez l'impératrice aussi. Donc, on n'a pas de personnage. Hein, c'est pas du tout un jeu avec des personnages. C'est plus un jeu, alors même si elle ne le dit pas comme ça, qui va plaire aux gens qui ont une approche symbolique ou une approche chamanique. Voilà, donc on a l'impératrice, on a les bois, on a la lumière, on a la chaleur cette chaleur aussi. Je trouve que cette représentation, elle est super intéressante pour l'impératrice. L'empereur, alors là, on va tous penser à Arthur avec l'épée, avec la couronne. Donc c'est aussi très sympa. Là, on a le pape avec la lampe. C'est une lampe qui est à l'extérieur et donc qui va illuminer de façon très large. Et vous verrez après, on a l'ermite avec la même lampe, mais là, elle est dans le creux d'un arbre. Et donc, on a cette idée non plus d'illuminer loin, mais d'illuminer à l'intérieur. Et d'ailleurs, l'arbre fait, je trouve, écho au manteau de l'ermite qu'on a dans les tarots traditionnels. Alors ici, on a les amants, d'avoir l'amoureux. Donc, on a moins l'idée de choix, plus l'idée du Rider-Waite. D'ailleurs, hein, c'est une base Rider-Waite, j'ai oublié de le dire. Donc, de la rencontre, on a cette idée aussi de yin et de yang. Très sympa. J'adore le chariot avec les petits dragons. On retrouve donc en fait les 2 chevaux ou dans le rider les sortes de sphinx qui vont pas forcément dans la même direction et qu'on a à guider pour qu'ils aillent dans la même direction. Ici, j'aime beaucoup cette carte de la force où c'est la force intérieure, en fait, la force d'âme qui est mise en valeur. L'ermite, on l'a déjà vu. La roue de fortune, on a plus une roue de l'année, donc plus une idée de cycle. C'est super joli. Regardez comme c'est beau. J'adore. Donc,
On a vraiment des belles illustrations. La justice avec cette idée de balance, avec la plume qui fait penser à la mate, mais là on a plutôt la plume du corbeau. Et puis on a une coupe, enfin des choses matérielles, et on voit que au niveau supérieur, tout ce qui est matériel, la richesse en fait, tous les biens que l'on peut avoir ne pèsent pas grand-chose dans cette balance de la justice, de la justesse, et peut-être aussi dans la balance du jugement à la fin. Alors, le pendu, on a un corbeau pendu à l'envers, j'adore cette mort. Il y a un côté, c'est vrai, on sent bien qu'elle raconte des histoires, et c'est super chouette. J'adore ce roi couronné. Et on retrouve un peu cette idée qu'on a dans le Marseille, où on a des têtes couronnées qui sont coupées dans la mort. Des têtes couronnées, voilà, la mort, elle va toucher, elle touche tout le monde. Et il y a aussi cette idée de mort qui est reine. On peut faire beaucoup d'interprétations avec les cartes. D'ailleurs, elles sont très... elles marchent bien en intuitif ou en projection. Elles sont super intéressantes pour faire ça. Regardez la tempérance. C'est pareil, c'est génial. Cette goutte d'eau qui tombe dans l'eau et on a l'onde qui va se disperser dans l'eau. Et dans l'ombre, on a cette idée de haut et de bas avec cette sinusoïde et avec cet équilibre entre le haut et le bas. Je trouve ça génial. Oui, ça fait un peu physique comme explication. J'espère que vous m'avez compris. Mais bon, aussi dans la tempérance, on a ce liquide qui passe d'un récipient à un autre, hein, et cette circulation. Le diable avec le masque, ça c'est pareil, c'est intéressant. J'adore la tour avec ce feu, un peu le feu qui peut faire penser au feu de la Saint-Jean, qui peut faire, voilà, on a en fait on a la tour qui est détruite par l'éclair, et voilà, tout est brûlé, et ça va faire de la place pour quelque chose de nouveau. Bon, l'étoile, c'est une des cartes d'étoiles que j'aime énormément. Je la trouve hyper jolie. Ça me fait penser un petit peu à Klimt. On dirait un petit morceau d'une œuvre de Klimt. C'est super beau. La lune, avec le corbeau qui tient la lune. Le soleil dans la main. Dans la main du magicien. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est presque un... J'aurais aimé en fait avoir pour ce jeu-là des images plus grandes, d'un format par exemple d'oracle, et vraiment juste le titre en tout petit, parce que même s'il y a peu de choses, il y a vraiment une grande... il y a un impact, je trouve, des images qui est super intéressant. Et puis le monde. C'est sympa aussi cette route, cette autoroute du monde. Avec peut-être la fin, la réalisation d'un voyage et le début d'un autre. On peut aussi le voir comme le chemin de vie. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Alors, l'as de coupe. Donc, les coupes, on va avoir des corbeaux. Avec cette idée que dans le monde des coupes, on a surtout les personnes qui nous entourent, les relations, l'émotionnel. Donc du coup, on a des petits corbeaux. Donc voilà, le premier petit corbeau qui sort de sa petite flaque d'eau. Donc là, on n'a pas cette idée de Graal auquel moi j'aime bien, que j'aime bien. Voilà, l'idée du Graal, ça me plaît beaucoup. Mais on a quelque chose de consistant, de cohérent tout au long de la suite. Donc c'est logique d'avoir ce petit corbeau tout mignon dans l'as de coupe. Donc dans le 2 de coupe, on a la rencontre. Le 3, on a cette fête que se font les 3 corbeaux. Hein. C'est pas une lutte, c'est une fête. Ils sont tous les 3, ils sont contents. Là, on a une représentation du 4 qui est assez intéressante. C'est une vision du 4 de coupe que j'ai trouvé
un peu original et qui apporte quelque chose en fait. Donc l'idée qu'avec le 4, il y a une sorte de stagnation, on n'est plus à 3 à jouer ensemble. On se retrouve un peu l'un à côté de l'autre, d'ailleurs vous voyez, hein, ils se font pas face, ils se regardent pas. On est l'un à côté de l'autre et on est focalisé sur soi-même, sur son intérieur, et donc il y a quelque chose de défectueux, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne plus dans les relations. Et du coup, je trouve que c'est une belle interprétation de ce 4 de coupe et de la stagnation avec le 4 des émotions. Alors ici, dans le 5, on a voilà, c'est la séparation qui est effective, avec cette tristesse, mais avec un espoir. Il y a quelque chose qui se profile derrière. Il faut lever la tête et aller voir derrière l'autre petit corbeau. Donc voilà, j'aime bien aussi. Alors le 6, très sympa aussi. Bon, je vous laisserai le découvrir, je ne vais pas tout vous dire. Le 7, j'aime beaucoup, il est hyper joli. J'aime beaucoup quand il y a ces couleurs-là. Vous voyez qu'on retrouve on retrouve l'ermite, on retrouve peut-être un petit peu la mort. Enfin, en tout cas, on retrouve la même couronne. On retrouve les perles. Donc, il y a des choses qui sont des objets qu'on va retrouver dans plusieurs cartes. Donc des objets qu'on a par exemple ici là dans les majeurs et qu'on retrouve ici. Ici c'est un petit bout de roue de fortune. Donc c'est super intéressant. Le 8 de coupe qui est très beau. Ah oui, voilà, c'était cette carte là, le 9 de coupe que vous voyez qu'ici voilà, c'est un petit peu comme si la papesse elle avait les clés de ce 9 de coupe. Donc c'est pareil, quand on va faire un tirage, ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir s'il y a des choses qui se retrouvent. Donc là, j'ai le 9 de coupe et la papesse. Vous voyez, si je raconte une histoire, bah, il va falloir que j'aille regarder dans le miroir, que j'aille regarder à la loupe pour pouvoir trouver ça, parce que je l'ai déjà en fait. Il est déjà là, il suffit que je le voie. Donc on peut faire un travail intuitif ou de projection hyper intéressant avec ce jeu-là. Hop, et ici voilà, le 10 de coupe, il y a vraiment abondance de personnages, peut-être même un petit peu trop, donc voilà, après c'est dans les interprétations. Alors le valet de coupe, on a un petit nid avec des petits œufs. Le cavalier, on a une plume. La dame, on a la lune avec une plume. Et puis le roi, on a une coupe avec une plume dans la coupe. Les cartes de course sont sympas parce qu'elles décrivent bien des personnages. Donc ça peut être soit un personnage qui rentre dans notre vie, ou qui a une influence dans notre vie, ou le plus souvent c'est le cas, des aspects de nous-mêmes en fait. Et c'est sympa d'aller rechercher des aspects de nous-mêmes et à travers des représentations qui ne sont pas humaines, mais des représentations symboliques. Alors, au niveau des deniers, on va avoir, c'est la suite des roses. C'est aussi pour ça qu'il m'avait énormément plu, ce jeu. Donc, on va avoir une progression, en fait. Donc, on a un petit rosier qui est planté et qui va commencer à se matérialiser. Donc, alors, ici, on va avoir, donc on a cette idée de 2 avec l'équilibre. Peut-être qu'est-ce qu'on nourrit le plus. On va équilibrer les deux pour nourrir les deux. Et c'est pas encore ouvert. Vous voyez qu'ici, la matérialisation, les fleurs sont pas encore ouvertes. Ici, on commence à voir des fleurs qui sont ouvertes. On commence à avoir des jolies roses. Et puis, on a les trois points lumineux, les 3 soleils. Je trouve super beau. Le 4 de denier, vous savez, le 4 de denier, c'est un petit peu, c'est pas que ça, mais il y a un des aspects qu'on voit souvent dans les cartes de 4 de denier, c'est l'avarice. C'est le fait d'être replié sur soi et de ne pas vouloir partager. Donc là, ben, on tient le bouquet par les épines. Et d'ailleurs, ça finit par être confortable, ni pour les autres qui ne reçoivent plus rien, ni pour nous qui avons les mains sur ces épines. Donc c'est le côté épineux des deniers.
Dans le cadre de denier, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres choses qui sont intéressantes et notamment prendre soin de soi. Il y a des moments où on a besoin de retourner à soi. Mais là, on ne le voit pas dans cette carte-là. Alors, le 5 de denier avec la rose qui perd ses pétales. Le 6 de denier, on retrouve les mains du magicien avec cette générosité. Le 7 de denier que j'aime beaucoup, on n'a pas encore complètement les fruits de ce que l'on a planté, mais on voit que on a porté attention, une grande attention pour faire pousser en fait ces roses. Donc il y a tout le travail derrière et l'apprentissage en fonction des résultats. Donc là, on n'a pas complètement les résultats, mais ça permet de réorienter son travail. C'est le moment du bilan. Oui, j'ai bien accroché, ça pousse bien correctement, ou non, c'est pas comme ça que je voulais que ce soit. Donc voilà, on a cette idée d'examen en fait de ce qui a poussé et des leçons que l'on peut en tirer. Donc là, ça serait plutôt des bonnes leçons dans cette représentation-là. Le 8 de denier, donc il est beaucoup lié au travail, à la répétition, pour pouvoir acquérir une certaine expertise. Donc là, on a comment dire, c'est le côté travail qui est appuyé dans cette représentation de la carte. Voilà. Il faut aller prendre ces outils et bosser pour pouvoir avoir des résultats. Alors, le 9 de denier est tout simplement magnifique. Donc là, on a la rose épanouie. Le résultat de tout ce travail dans le monde des deniers, c'est cette rose qui a éclos et qui est magnifique. C'est une carte importante en développement personnel, le 9 de denier, et je la trouve très inspirante dans ce jeu-là. Alors ensuite, on a, voilà, chaque fois le 9 et le 10, ils vont ensemble, hein, parce qu'on est à la fin de cette réalisation. Et dans le 10, on est au moment du basculement. Le 9, on est dans la réalisation. Et le 10, on est dans le basculement où on est un petit peu presque dans un trop, un surplus. Alors voilà, le petit valet, on sent la délicatesse, le courage et puis le fait de l'optimisme, le fait de croire. Dans le cavalier, on a, surtout dans ce cavalier de denier, hein, le cavalier de denier, c'est, voilà, il va travailler, donc prendre soin, travailler. Souvent, on le voit aussi qui protège. Hein, c'est lui qui va protéger les constructions. Donc là, il va protéger le petit rosier qui est en train de pousser. On a une magnifique dame de denier. Et puis un beau roi de denier. Et attention, le roi de denier, il est beau. Il sait comment agir dans la matière. Il est assez doux. Par contre, si on vient trop le chercher sur le monde de la matérialité, on peut se frotter à ses épines et là, elles font mal. Alors, le monde des épées avec les mains. Alors, la première fois, ça m'a assez surpris parce que on est dans le monde de la pensée. Alors, elle décrit les épées. Où est-ce que c'est? Tac. Alors, les épées sont le symbole du conflit et des disputes, de la logique et des discussions. Alors, elle dit que c'est un bon compromis entre les lames et les mots. Et puis, elle dit, donc c'est une enseigne où le conflit se déroule souvent entièrement en vous. C'est vrai que très souvent, dans le monde des épées, on croit que c'est à l'extérieur, mais en fait, même si c'est à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne et qui est lié à, comment dire, à la relation interne, entre soi et soi, entre différentes parties de soi. Aussi, dans les épées, on a cette idée de voix de la main droite et de voix de la main gauche. C'est-à-dire, est-ce que mes pensées, dans quel sens je vais les diriger? Alors, en fonction de ce qu'on met sur la main droite ou la main gauche, on va pouvoir avoir des interprétations différentes. Mais là, par exemple, vous voyez, on a ces deux mains qui sont liées et où on a aussi bien la signification du 2 d'épée, de comment est-ce que je vais choisir, comment est-ce que je vais
Là, je suis bloquée en fait dans ma façon, dans mon choix, dans ce que je veux faire, dans ce que je veux décider, dans ce que je veux dire, voilà, dans cette situation-là, et je sais pas comment faire. J'ai l'impression d'avoir les mains liées, et peut-être que la solution elle est ailleurs, et peut-être que j'ai quelque chose à faire. Donc j'aime bien en fait cette représentation du 2 d'épée. Bon, le 3 d'épée est assez sanglant, hein. Au lieu d'avoir le cœur, on a les mains. Le 4 d'épée, donc on retrouve bien le repos. Le 5 d'épée, il est intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée d'y laisser des plumes, avec tout ce que ça peut signifier. Et puis du coup, en association avec d'autres cartes, par exemple avec la suite la suite des coupes, on va avoir ce rappel des plumes, des petits corbeaux. Le 6 d'épée, avec l'eau, même chose. On a quelque chose d'assez... c'est assez mystique en fait, ces mains avec ce tatouage et cette eau. Et à chaque fois, on a cette idée de main du magicien aussi. C'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? Comment je choisis en fait d'exprimer cette suite qui est magnifique parce que c'est elle qui va défendre et qui peut être aussi très cruelle. C'est elle qui va défendre, c'est elle qui va aussi comprendre. Donc elle est hyper intéressante hein, pour réguler les émotions. La suite des épées, elle est hyper intéressante. Mais en même temps, elle peut blesser. Elle peut tricher ici, comme dans le 7 d'épée. Voilà, on a aussi le 8 d'épée, le fait d'être pris, de ne pas pouvoir bouger. Il faut se défaire d'une certaine emprise. J'adore le 9 d'épée, parce qu'il est... Vous voyez que les deux marchent ensemble aussi. On a bien sûr le 9 d'épée, hein, ce sont les cauchemars, mais on peut voir tellement de choses. On peut voir l'origine aussi de ces cauchemars, de ces peurs avec l'héritage ancestral. On peut voir, par exemple, dans ce 10 d'épée aussi, le dépouillement que le 10 d'épée apporte. Et la possibilité aussi, avec ce lien, avec cette idée à partir des eaux, tout peut être reconstruit. Vraiment très, très, très bien. Alors, le valet d'épée, qui se reflète avec le signe de sa suite. Le cavalier d'épée, avec sa capacité à trancher, mais aussi une sorte de dureté. La dame d'épée, alors moi, j'ai pas tout à fait la même interprétation que dans le livre. Je trouve qu'elle a quelque chose d'assez noble dans la représentation. Et puis voilà, on a le roi d'épée. Alors ensuite, pour les bâtons, on a du feu. Et c'est super... elles sont magnifiques, les cartes de bâton. Donc le feu de l'inspiration, de l'envie, du désir. Avec donc voilà une sorte de vision, avec ce 3 de bâton que je trouve intéressant à aller regarder. Je ne peux pas vous faire la même chose pour pour toutes les cartes, mais je trouve intéressant d'aller voir comment elles sont expliquées aussi dans le livre. Donc là, on a croissance, partenariat, projet. Donc on a bien la signification du 3. Alors, attendez. J'ai choisi un corbeau, votre intellect, veillant sur les braises pour illustrer le 3 de bâton, car il fait référence à quelque chose dont le processus a déjà été enclenché. Ce n'est pas une flamme féroce qui a besoin d'être domptée, c'est un feu de camp qui requiert votre attention pour ne pas s'éteindre. C'est aussi un lieu de rencontre et de partage. Essayez, chassez les cendres autour des braises et continuez à penser en grand. Vous voyez, c'est super joli ce qu'elle a représenté, la façon qu'elle a de l'exprimer. Vraiment très chouette. Alors ensuite, on a des bougies avec le 4 de bâton, les bougies renversées. Dans le 5, hein, souvent on a un bouleversement. 6 de bâton avec la victoire. Le 7, j'adore
cette idée de protection, mais il y a tellement de délicatesse et on protège des petites flammes avec cette main. C'est très, très intéressant. La main d'ailleurs qui représente la suite des épées. Donc c'est pareil, on peut travailler à partir des symboles des autres suites pour interpréter les cartes. Le 8 de bâton, assez classique. Voilà, on a des flèches enflammées. Le 9 de bâton, avec le feu dans les mains, la puissance. Et peut-être attention de ne pas se brûler. Et puis le 10 de bâton, avec ces serres qui peuvent, voilà, la capacité à faire, mais quand même, ça peut être lourd. Donc l'idée de peut-être partager un petit peu les responsabilités. Et puis donc les cartes de cour, le valet, avec l'allumette, le crack, qui permet d'avoir la première flamme, le cavalier de bâton. La dame de bâton, elle est hyper jolie, j'adore. Il y a ce côté très charismatique de cette dame de bâton, et puis le roi de bâton. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est un jeu que je trouve super beau, j'adore les illustrations. Et c'est un jeu qui est sur lequel on peut facilement, avec lequel on peut facilement raconter des choses. Donc il est super intéressant au niveau intuitif, et à nouveau pour faire aussi du travail psychologique. Alors je ne vais pas beaucoup mélanger, mais je vais juste vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire un travail intuitif, voir un petit peu quelle tête ça a quand on mélange. Donc vous voyez par exemple, on va tout de suite voir quelle est l'ambiance du tirage, parce que voilà, par exemple, sans même voir que ce sont des bâtons, on a pas mal d'énergie de feu, hein. On a là les bois en feu, on a l'arme en feu, donc on sent qu'il y a quelque chose d'assez, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup même peut-être un excès, hein. On sent qu'il y a quelque chose de très fort, et en plus on a le diable avec le masque. Donc après, en fonction de la question qu'on a posée, en fonction de la difficulté qu'on rencontre, il y a peut-être tout ce feu qui a besoin d'être exprimé, peut-être qu'il y a tout ce feu qui est en train de nous détruire. Si on ne l'exprime pas, qu'on l'a gardé en soi, c'est en train de nous détruire, donc il va falloir exprimer peut-être sa créativité ou exprimer sa colère. Il y a ce feu aussi qui peut parler avec le diable des addictions, des choses dans lesquelles je me suis enfermée. Voilà, donc on a ce type d'interprétation. Est-ce qu'on peut montrer d'autres... Hop. Bon, décidément, attendez. Juste pour voir... Alors, donc là, on a donc, soit on utilise, même chose, les interprétations classiques des cartes, soit on raconte une histoire à partir des cartes pour soi-même, par exemple. Et moi, je vois un nid, je vois une route, je vois des plumes. Alors peut-être qu'il va falloir que je sorte de ma coquille, que j'aille un peu explorer le monde. Et oui, c'est vrai, je laisserai peut-être quelques plumes, mais c'est ça qui va permettre de mettre de la vie dans ma vie, etc. Ou de mettre plus de joie. Donc voilà, ça peut être, par exemple, si je demande un conseil, ça peut être ça. Ou alors... peut-être ça peut être je peux me dire, ben oui, je peux pas passer de l'état d'œuf à vite parcourir le monde parce que je vais y laisser mes plumes. Mais donc, je peux ressentir que le conseil, c'est quand même de passer par un mode intermédiaire. Donc après, je vais, par exemple, hop, je vais tirer d'autres cartes pour avoir plus d'informations. Alors, je vous conseille de pas les recouvrir, de laisser bien les illustrations visibles. Et puis de voir que voilà, il va falloir d'abord que
peut-être que je retrouve un peu de la confiance en moi, que je fasse sortir mon feu intérieur avant de partir. Et puis après, je serai capable justement de laisser ces plumes-là et peut-être de relâcher un certain nombre de choses. Donc là, je vois que c'est pas que je vais y laisser des plumes, c'est que j'ai des choses en fait à lâcher et pour pouvoir partir sur au niveau voilà, un déménagement ou un voyage, soit repartir sur des nouvelles choses dans ma vie qui auront plus de sens et dans lesquelles je me sentirais bien mieux. Je sentirais être cette dame de bâton. Donc vous voyez, on n'est pas obligé, avec ce jeu-là, d'utiliser les significations traditionnelles des cartes, mais on peut aussi travailler complètement en intuitif sur uniquement les illustrations. Mais aussi, hein, vous avez vu que les liens entre la signification et l'illustration finissent par être assez faciles à retenir. Vous verrez hein, si ce jeu vous plaît. Je vous dis, prenez le temps de regarder l'illustration et de voir comment elle vous parle. Et après, prenez bien le temps de lire le livre. Il est facile à lire. Et le lien avec les illustrations est très facile à retenir aussi. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!